podcast draft pour le site Dunk Hebdo. C'est là de micro. Super content de vous retrouver dans ce nouvel épisode pour parler draft, parler NCAA, parler jeunes joueurs et prospects avec vous. Comme vous avez pu le voir sur mon compte Twitter, j'ai sorti lundi dernier mon board de la mi-mars. En gros, si vous l'avez pas vu déjà, je vous invite à le consulter. En gros, il est découpé en 7 tiers pour le moment, avec 36 joueurs que j'ai mis dans ce board. C'est les joueurs que je peux voir être prêts au premier tour pour le moment. On arrive à un point de la saison NCAA finale. On est dans les tournois finaux, là, au moment où j'enregistre. On va avoir la March Madness dès la semaine prochaine. Donc c'est un peu les derniers moments où on va pouvoir voir ces joueurs pour la draft, pour les évaluer, les projeter. Donc c'est un moment très intéressant et c'est surtout un moment peut-être bilan pour certains d'entre eux. Petite note sur les 36 joueurs, il y a un seul international, c'est Sekou Doumbouya, le français. J'ai pas encore regardé certains internationaux qui sont projetés assez haut par pas mal de spécialistes. Luka Samanic par exemple, le croate, ou Goga Bitadze, le géorgien. Davidas Sirvidis aussi, le lituanien. C'est peut-être les trois qui reviennent, qui sont redondants dans pas mal de boards, de spécialistes. Je pourrais faire un épisode sur eux prochainement. Je suis pas hyper emballé à l'idée de regarder du basket européen, quelque chose comme ça, mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Et si surtout il y a des gens qui connaissent ces joueurs-là, qui ont pu déjà les appréhender, quand on pourra en discuter sur Twitter, ça serait hyper intéressant. Pour le moment, je voulais discuter de certains joueurs que j'ai mis dans ce board, dans cet épisode. Vous pourrez le consulter vous-même, il est en 7 tiers. Et le premier tiers, c'est Zion Williamson tout seul dans son propre tiers. Et dans le tiers numéro 2, on a RJ Barrett de Duke, Ja Morant de Murray State et Cam Reddish, le joueur de Duke. Je voulais, moi, discuter de Romeo Langford, que j'ai placé dans le tiers numéro 4, en gros. Donc, pas dans les 6 meilleurs joueurs de cette draft, selon moi, pour le moment. Romeo Langford, ça fait longtemps que je parlais de Romeo Langford, mais je voulais vraiment avoir le plus de matchs possible. Je voulais vraiment avoir le plus de minutes vues de Romeo Langford pour me faire une idée, surtout face à la meilleure concurrence que la NCAA pouvait lui donner. Pour me faire une idée finale et plus d'avancer dans la saison, puis il y avait des matchs intéressants pour Indiana face à des équipes intéressantes et il pouvait jouer face à des ailiers intéressants et pas de petites facs de mid-majors du début de saison. Donc c'était pour ça que j'ai attendu pour parler de Romeo Langford. Il sait, comme vous savez, donc sûrement le poste 2, 3, l'ailier de la fac d'Indiana. 1m98, 98 kg, envergure un petit peu inférieure à moins de 2m10, donc profil physique intéressant. Et si vous m'avez déjà entendu lancer des petits pics sur Romeo Langford durant cette saison, en fait je le vois dans pas mal de mocks, dans pas mal de boards, et surtout dans pas mal de boards de pré-saison, top 10, top 8, même à 6, 7 parfois. Et je comprends pas, l'image qui m'était donnée et qu'on avait collé à Romeo Langford, c'est pas ce qui s'est transposé sur le terrain pour moi dans sa seule saison à Indiana. Alors tout de suite, on va dire l'équipe d'Indiana était pas bonne. Elle va même pas faire la March Madness. C'est un programme qui a été repris il y a peu de temps par Archie Miller qui redéveloppe un peu Indiana, qui avait été laissé dans un très bel état par Tom Crean, qui est aujourd'hui à Georgia. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Romeo Langford, c'était la grosse recrue de la part d'Archie Miller. Il était resté dans son état et donc on attendait beaucoup de lui, mais pour un peu remettre Indiana sur la map NCAA. Il a pas remis Indiana sur la map NCAA, mais lui en tout cas, il se montre comme un candidat crédible à la loterie. C'est un joueur qui a un gros problème de shoot. Et comme vous l'avez vu, si vous êtes sur YouTube, la petite miniature que j'ai choisie pour cet épisode, c'est le shoot de Romeo Langford. L'image de l'article sur le site Dunk Hebdo, c'est le shoot de Romeo Langford, parce que pour moi, c'est la grosse faiblesse et c'est la grosse question du jeu de Romeo Langford. Les stats avancées sur l'ensemble de sa saison, un true shooting à 54%, c'est pas exceptionnel. Un pourcentage à 3 points qui est pas non plus très très fort. Sur l'ensemble de la saison, il est à 27% à 3 points sur 4 tentatives par match. À noter que sur les matchs de la Big Ten, donc à peu près depuis début janvier, il est à 32%. Donc il a augmenté de 5 points sur le même nombre de tentatives. Et 72% dans ses francs. C'est pas exceptionnel, mais c'est assez correct quand même, surtout qu'il en tente 6 par match. Donc voilà, le shoot de Romeo Langford, c'est la grosse question de son jeu. En fait, je commence par ça parce que pour moi, c'est le problème. C'est-à-dire qu'un poste 2-3 qui se veut dominant en NBA et qu'on pourrait drafter dans un top 10, un top 8, pour un peu changer, qui a un peu une franchise qui pourrait vraiment compter dessus,
qui a un pourcentage de shoot aussi mauvais, qui a une sélection de tirs de loin aussi inintéressante et qui a un geste aussi lent et aussi pas hyper académique, bah moi ça me dérange vraiment. Et surtout que ce qu'on me vendait comme le reste de son jeu, je le trouve pas non plus exceptionnel. C'est une chose qui fait super bien, c'est sa finition proche du cercle, ça c'est sûr. Main droite, main gauche, joueur qui est super adroit, super à l'aise proche du cercle, c'est là où il fait un peu son beurre et où il a fait son beurre durant la saison NCAA. Il était avec Indiana face à des équipes qui avaient pas toujours du matériel à mettre sur lui en défense, et grâce à sa vivacité et à sa longueur, il pouvait aller finir assez facilement au cercle. C'est là où il a vraiment fait des choses intéressantes cette année. Mais à part ça, son jeu offensif, je le trouve assez simple. Et dans un podcast américain, Hardwood Homies, que je vous conseille avec deux très bons spécialistes, il y a un des intervenants qui va trouver que son jeu était assez simple et que ça se limitait énormément à de la pénétration pour des shoots contestés. Parce que le problème, c'est que les shoots contestés par les joueurs NCAA, ça sera pas les mêmes bêtes qu'il aura en face en NBA. Ça va être beaucoup plus physique. Il a le physique pour dominer, mais c'est vraiment difficile de projeter ça en NBA parce que c'est pas comme s'il utilisait hyper bien son physique en fait en NCAA. Il a une difficulté à changer de vitesse, même si son premier pas est assez rapide et qui crée un minimum de séparation. Je trouve pas que son jeu manque de punch, manque de tranchant. Et donc je pense que pour Romeo Langford, si on n'avait pas tout ce qu'on savait avant sur lui, c'est-à-dire qu'on l'avait présenté comme un énorme joueur dans l'état d'Indiana au lycée, très très haut dans les mocks de pré-saison, très très haut dans les classements de lycéens américains, ESPN, 24/7 Sports et compagnie, et bon, on avait une image très très forte, et là ce qui se transparaît sur le terrain, c'est pas la même chose. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi se fier à ce qu'on voit sur le terrain, et je trouve pas qu'il est vraiment un joueur où je serais super à l'aise à drafter haut. Que ce soit dans ces matchs face à Michigan State, face à Iowa, je suis contre Ohio State à la maison, je l'ai pas trouvé. C'était le meilleur joueur de son équipe, il n'y a pas de souci, mais il n'avait pas cette capacité à prendre les choses en main offensivement. Les concepts mis en place par Archie Miller ne le mettaient pas hyper en valeur, c'est vrai. Beaucoup de run and screen, des écrans posés, deux écrans posés un pour lui, un pour Juwan Morgan en tête de raquette. C'était pas hyper intéressant ce qui était mis en place offensivement, mais j'ai pas été transcendé par Romeo Langford en fait. Alors bien sûr, pour tous les prospects, je demande pas à chaque fois à être transcendé, mais j'ai été un peu déçu. Et la clé, c'est le shoot, parce que c'est assez simple, mais c'est ça. S'il progresse pas au tir, il sera pas un attaquant de très bonne qualité en NBA, et je pense qu'on sera déçu du profil de Romeo Langford, et c'est pour ça que moi, si je le mets dans ce board, dans ce tier numéro 4, et franchement, plus je regarde certains joueurs qui sont aussi de son poste pour la draft, moins je suis à me dire que Romeo Langford est meilleur que ces joueurs-là. Kevin Porter Jr., j'en ai déjà parlé. Je suis peut-être un peu haut sur lui, mais il me monte. En termes de flash, il monte des choses très très fortes. Pour Keldon Johnson, c'est un peu délicat. En fait, les trois postes 2-3 là, dans ce tier 4 que j'avais, c'était Keldon Johnson, Kevin Porter Jr., Romeo Langford. Romeo Langford, si on faisait les mêmes tiers en octobre, il était vraiment devant les deux autres, et bon, maintenant c'est plus trop le cas. Et c'est dû parce que sa saison elle est un petit peu délicate, et que voilà, je suis pas hyper impressionné, hyper sûr du joueur qui peut être en NBA. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire sur lui. Comme je vous l'ai dit, j'ai aussi regardé Keldon Johnson pour le comparer. Et en fait, en regardant Keldon Johnson, j'ai regardé Kentucky, et il y a deux joueurs qui m'ont sauté aux yeux. Et c'était pas Keldon Johnson en fait. C'est pour ça que c'est des joueurs que j'ai mis dans mon board. PJ Washington et Tyler Hero. On peut commencer par PJ Washington. 2m03, 103 kg. C'est le poste 4 de Kentucky. C'est un joueur de deuxième année, c'est important à dire. C'était un très gros lycéen en 2017. Il était dans le top 15 de 24/7 et ESPN, devant des joueurs comme Trae Young, comme Lonnie Walker, comme Shai Gilgeous-Alexander. Donc voilà. En fait, j'avais parlé de PJ Washington dans le podcast d'avant-saison sur les joueurs de retour en NCAA cette année à suivre. Il n'avait pas tellement su se montrer l'an passé. C'était un peu Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Knox qui étaient un peu les fers de lance de cette équipe.
Donc il avait décidé de revenir pour une deuxième saison et j'avais dit qu'en fait, en octobre, j'avais dit que j'aimais bien son profil, sa versatilité en tant que poste 3-4, mais qu'il fallait qu'il travaille sur le shoot pour devenir un meilleur prospect. L'an passé, son shoot, c'était une mécanique pas du tout bien modelée, beaucoup d'hésitation avant de tirer et pas de confiance sur le moment du shoot. Il était à 23% à 3 points sur moins d'une tentative par match. En gros, il avait fait 5 sur 21 l'année dernière à 3 points. Cette année, franchement, il a bossé sur son tir. Et puis chez Washington, c'est beaucoup de shootants, beaucoup plus en rythme. Il est trouvé beaucoup en pick and pop dans les coins. Il a une mécanique légèrement plus fluide, plus rapide. Il se pose pas de questions et les résultats sont spectaculaires. Il a 42,3% à 3 points sur l'ensemble de la saison avant le tournoi de la SEC, sur plus de 2,3 tentatives. Donc il prend beaucoup plus de tirs. C'est 30 sur 71. Il était à 5 sur 21 l'an passé, 30 sur 71 cette année. C'est le jour et la nuit. Il a aussi augmenté son pourcentage de lancer franc de 7 points sur l'ensemble de la saison. Il est passé de 60 à 67%. Encore une fois, le pourcentage de lancer franc, une chose intéressante et révélatrice de la qualité de shoot des prospects. Donc c'est pour ça que c'est notable. PJ Washington qui a vraiment montré de belles adaptations au tir, mais surtout un joueur qui porte pas mal le ballon et qui est dépositaire de l'attaque de Kentucky. En fait, la saison de Kentucky, l'équipe se résume à 3 extérieurs freshmen, donc Ashton Hagans, Tyler Hero, dont je vais parler après, et Keldon Johnson, qui devait être le prospect numéro 1 de cette équipe. Ashton Hagans, c'est le meneur, c'est avant tout un rock défensif. Il a pas tellement de jeu offensif, il a pas tellement non plus les clés du camion en attaque. Emmanuel Quickley, son remplaçant, c'est pareil, c'est 2 freshmen qui sont des meneurs qui n'ont pas encore la capacité de créer et de mener une attaque. Donc du coup, Calipari, il a pas mal de responsabilités. PJ Washington, on avait entreaperçu l'an passé ses qualités de playmaker en poste 3-4, même 5 sur des small ball 5 par moment. Et en fait, cette année, Washington, il a beaucoup plus le ballon. Il se retrouve avec pas mal de ballons en tête de raquette. Il a des possibilités de fixation balle en main, des possibilités de pouvoir dribbler. Il a un usage en hausse entre l'année 1 et l'année 2. C'était à 20% l'an passé, c'est quasiment 25% cette année. Donc une hausse de 5 points. Et tout cela en ayant une baisse du nombre de pertes de balles. 16,5% de pertes de balles l'an passé, 13 cette année. Donc encore une fois, des progrès. C'est normal d'avoir des progrès à cet âge-là, entre des différentes années NCAA, mais c'est notable. Et c'est un joueur qui monte. Il est le leader vocal de Kentucky. Il peut vraiment se glisser, pour moi, dans une bonne position au premier tour s'il continue. Il reste assez jeune, il est né en 98. Et c'est un bel exemple d'année 2 bénéfique pour un joueur qui a su polir son jeu, a appris à être un leader. Et voilà, son profil très moderne, de poste 4, qui peut s'écarter, qui peut créer. C'est intéressant. Seule petite chose à noter un peu négative. Attention tout de même, est-ce que son année sophomore au shoot n'est pas une année trompe-l'œil? Il a jamais été un grand shooter avant et ça arrive que parfois sur une année tous les chiffres montrent. Après en tout cas, c'est qu'il peut très bien capitaliser sur ça et être vraiment sélectionné à une bonne place l'an prochain. On verra ça pour PJ Washington. L'autre joueur de Kentucky que j'ai vu en voulant regarder Keldon Johnson, c'est Tyler Hero. Tyler Hero, 1m96, 88 kg. C'est le poste 2, vrai poste 2. C'est un freshman. Lui, il n'était pas aussi haut classé que PJ Washington, que Romeo Langford et compagnie. Selon ESPN, c'était le 30e lycéen l'an passé. Et selon 24/7 Sport, 37e. C'est un joueur, c'est vraiment ce genre de joueur qui fait des cartons en NCAA, en college basketball. Il avait une énorme réputation de scoreur dans l'état du Wisconsin. Il y a un peu un énervement contre lui parce qu'il avait choisi d'aller à la fac de Wisconsin, donc sa fac d'état, mais il avait retiré ce qu'on appelle son commitment en anglais, sa signature en quelque sorte, pour son accord verbal, pour ensuite aller jouer à Kentucky avec Calipari et d'autres top recrues. Donc c'est toujours pas passé avec certains puristes de la NCAA, certains fans de Wisconsin, mais ce que je rappelle, c'est que c'était pas le premier. Et en fait, ce que je dis là, c'est en rapport avec la draft, vous allez comprendre. C'est pas le premier à faire ça. Jordan Poole en 2017, il avait choisi Michigan au-dessus de Wisconsin. Diamond Stone, on se rappelle en 2015, il avait choisi Maryland au-dessus de Wisconsin. Et Kevin Looney, qui est champion avec les Warriors, il avait choisi d'aller à UCLA en 2014. En fait, Wisconsin, c'est un programme qui construit ses équipes sur 2-3 ans. C'est des joueurs plus âgés qui jouent et qui ont de l'importance.
Moi, je pense que Tyler Hero, il voulait jouer tout de suite. Il voulait tout de suite pouvoir montrer au scout NBA qu'il avait de la qualité. Et je pense qu'il pensait qu'en allant à Kentucky, qui est un peu une one and done factory, qui vraiment, avec la politique de Calipari, c'est je vais te mettre en avant pour que tu montres tes qualités au scout NBA et que tu fasses augmenter ta cote. C'est pas hyper classe d'avoir planté sa fac d'état, c'est vrai, mais il a aussi fait ce qui est de mieux pour lui. Et pour moi, c'est un indice qui ne restera pas hyper longtemps en NCAA. C'est pour ça que j'en parle dans ce one and done. Il a eu vraiment une bonne saison. Donc après la petite histoire perso sur Tyler Hero, il avait vraiment une bonne saison, mais surtout une grosse saison depuis le début de match de conférence dans la SEC. Donc c'est depuis janvier à peu près. Plus de 15 points par match en 33 minutes de jeu, 48% au tir, 43% à 3 points sur plus de 4 tentatives, 98% lancés francs. C'est simple, hein, 50 sur 51. Donc voilà. True shooting à 62,5%. C'est énorme. C'était en comparaison, RJ Barrett dans la SEC c'était beaucoup moins, Romo Langford pareil, Keldon Johnson bien moins aussi, Nick Alexander Walker qui aussi un poste de 3 intéressant dans la de Virginia Tech pareil. Donc il a vraiment nagé sur l'eau. Tyler Hero, c'est un joueur avec un vrai bagage offensif. C'est un scoreur. Le shoot bien sûr, le geste est parfait, la forme est parfaite, équilibre, il n'y a pas de geste parasite. C'est un shooter très très pur, mais il peut marquer dans pas mal de positions. Il est souvent mis en place en sortie d'écran par Calipari, où c'est PJ Washington qui a le ballon en tête de raquette. Il y a un écran de Reed Travis ou Nick Richards qui est le poste 5, et ça permet de libérer de l'espace pour Tyler Hero, qui voilà est utilisé en sortie d'écran à 45 degrés. Il possède il peut finir avec un flotteur intéressant. Il a un premier pas si rapide, pas si lent que ça, donc pour aller au cercle. Il est très intelligent, donc il arrive à piéger ses adversaires directs sur les backdoors pour finir facilement au cercle. Bref, c'est un joueur super fluide, assez lucide en attaque, et ça impressionne pas mal de scouts depuis 2 mois parce qu'il fait que monter. Tout le monde parle de Tyler Hero en fin de premier tour maintenant, alors que c'était pas le cas avant, parce que voilà, c'est un joueur qui a le profil de scoreur d'une seconde unit en NBA, et c'est très recherché par pas mal d'équipes. Par contre, c'est un joueur assez unidimensionnel, comme 1m96 88 kg, on peut se douter que défensivement il ait du mal. Défensivement c'est bien plus compliqué, il a de la chance de jouer avec des très bons défenseurs avec lui. La paire Ashton Hagans, Keldon Johnson, défensivement c'est très très fort. PJ Washington, Reed Travis, tous les joueurs sont des très bons défenseurs, et lui, il a, malgré une taille intéressante et malgré qu'il se bat, il a vraiment un déficit de force et de rapidité. Et les coachs adverses le ciblent, de ce que j'ai pu voir face à lui, quand il s'est retrouvé face à Arkansas, face à Tennessee, encore face à Missouri, il s'est vraiment fait cibler par les joueurs adverses. On n'a pas hésité même à mettre un joueur plus grand qui devait pas l'avoir en face à face sur lui par un ou deux écrans ou par un switch, et ça a vraiment posé problème. Donc c'est vraiment un joueur qui est assez unidimensionnel, mais qui a des capacités de scoring vraiment au-dessus de la moyenne. Donc on ne sait pas s'il va rester à Kentucky ou se présenter à la draft. Il a un buzz récent qui le fait grimper, ça c'est sûr, dans pas mal de classements. S'il fait une grosse marche manesse, il pourra encore surfer sur ça. Mais voilà, moi je pense que sa décision d'aller à Kentucky et de pas aller à Wisconsin, qui ont 2 politiques de formation en NCAA totalement différentes, c'est un indice sur sa potentielle entrée à la draft dès 2019. Voilà. Si on descend un peu sur le board encore, on a des joueurs comme dans les tiers 6 et 7, c'est vraiment, là j'ai groupé beaucoup de joueurs où j'ai pas encore un avis extrêmement ciblé sur eux. On a des joueurs comme Talen Horton-Tucker par exemple, dans le tiers 7. C'est un de mes chouchous. Si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez vu, je tweete beaucoup sur Talen Horton-Tucker. C'est un joueur d'Iowa State. 1m93, 106 kg, une envergure à plus de 2m10. Alors c'est un beau bébé, hein. Malgré ce 1m93, franchement c'est un beau bébé Horton-Tucker. C'est un profil d'ailier playmaker. Un shoot encore hyper inconstant, c'est vrai. Shoot à peine plus de 31% 3 points, mais il a une capacité de création super intrigante. Il est surtout très très jeune. C'est le plus jeune joueur des joueurs de mon board. Il est né en novembre 2000. Donc c'est un projet. C'est vraiment un projet, mais il a le profil et le talent de joueur sont super attrayants. C'est pour ça que je le mets un peu là. En fin de premier tour, moi je me jette sur Talen Horton-Tucker si je suis une équipe, je viens de le dire, j'ai déjà dit, je le redis. L'anti-chambre de Talen Horton-Tucker, c'est un peu Cam Johnson. Parce que Cam Johnson, il a 50 plus qu'Horton-Tucker.
c'est un joueur de 5e année. Il a redshirt une année pour passer de la fac de Pittsburgh à North Carolina. Le jour de la draft, il aura 23 ans, Cam Johnson. Donc c'est un peu délicat. Moi, j'ai toujours du mal avec les joueurs très âgés. Mais en fait, t'as envie de pas aimer Cam Johnson à cause de son âge, mais tu dois juste te rendre à l'évidence qu'il est juste super propre et super bon avec North Carolina. Et que son shoot, c'est quand même un énorme shooter. Tenez-vous bien, son true shooting cette année, 64%. C'est une stat qui peut pas durer, qui je pense pas qu'elle est fiable, mais ça prouve que c'est un shooter de grosse qualité. Si on prend ses 132 matchs NCAA, c'est 40% de 3 points sur quasiment 5 tentatives par match et 81% en lancer franc. Donc voilà, il a un physique de 3, il fait 2m6, 95 kg. J'ai pas eu tellement d'informations sur son envergure, surtout qu'il a changé, que ça fait longtemps qu'il avait été mesuré au lycée, donc on n'a pas tellement d'infos. Et franchement, à part l'âge, il n'y a aucun truc négatif sur lui. C'est ce que j'ai tweeté durant son match face à Duke lors du tournoi SEC. Et moi, je le prends en premier tour, Cam Johnson. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu dans ce tier 7. Et il pourrait monter, franchement. Si on parle d'autres genres de ce tier 7, de ce tier 7 en bas, Chuma Okeke, un joueur très intéressant à Auburn. Jalen McDaniels, le grand frère de l'autre McDaniels, qui est une top recrue, qui sera un joueur très intéressant à la draft 2020. Jalen McDaniels, qui est aussi un forward, un 4, small ball 5 du côté de San Diego State. Kyle Guile, qui est un peu Tyler Hero en plus petit, mais c'est aussi un shooter poste 2 très intéressant. Et on a aussi les deux intérieurs de Maryland, donc Bruno Fernando, l'Angolais, qui avait testé la draft l'an passé, et qui avait décidé de retourner. Il avait été mis dans pas mal de scandales avec SMU, aussi avec Adidas pour certains programmes. Finalement, il a été récupéré par Maryland. Il a fait une bonne saison freshman. Il a été au combine. Il a écouté ce qu'on lui a dit. Il n'était pas hyper satisfait, donc il est revenu. Et franchement, il fait une très belle saison du côté de Maryland en poste 5. C'est un vrai poste 5. Et il a une envergure énorme. Je crois qu'elle était à mesurer au combine l'an passé. Elle a été mesurée à plus de 2 mètres, au combine NBA à plus de 2m20. Donc c'est ce genre de poste 5 là. C'est un joueur qui est très intéressant pour la fin de premier tour. Et puis son coéquipier Jalen Smith, qui est aussi un poste 4-5 très jeune aussi, qui est de mars 2000. C'est deux intéressants si vous voulez suivre Maryland. Donc voilà. On a fait un peu le tour de ce board, surtout des joueurs que je voulais cibler. En fait, de base, c'était un épisode que je voulais vraiment mettre un focus sur Tyler Hero, PJ Washington de Kentucky et Romeo Langford. Mais vu que j'ai vraiment pris pas mal de temps pour faire ce board, pour réfléchir, je me suis un peu cassé la tête. Tiens, dites-moi si ça vous a plu le board, en fait. Si vous voulez plus d'informations dedans, si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer. Je pense que je vais rajouter 2-3 informations par joueur pour la prochaine fois. Et puis surtout, il y a pas mal de joueurs que je regarde encore, que je vais rajouter, changer un peu les tiers. Je pense que j'essaierai de l'actualiser toutes les 3 semaines avec autant de matchs que je peux voir durant ces périodes-là sur les joueurs. N'hésitez pas à le voir, à me suivre sur Twitter, à suivre aussi le compte Dunkebdo, parce que comme ça vous aurez toutes les informations. Et puis on va se retrouver très vite, je pense, parce que va y avoir beaucoup de matchs prochainement. Et je vais faire un épisode sur quelque chose de très intéressant, je pense, pour la draft qui vous intéressera tous. Donc je vous dis salut et à plus.